Michel Bourton, bonjour. Bonjour. Alors, on va continuer de parler de chats, là d'une manière très différente. Donc, vous êtes professeure et directrice d'école. J'ouvre mon ordinateur. Oui. Et on va voir après l'école que vous avez créée. Attendez, j'arrive, j'ouvre mon ordi, voilà. Et donc, vous racontez, vous avez été chanteuse, on verra tout à l'heure. Vous racontez votre vie, qui est une vie terrible, hein, une vie, mais bon, passionnante. Et Elle a avec, mal commencé. en fait, vous avez plein de vies d'ailleurs, vous avez plusieurs vies finalement. Donc, dans votre livre qui s'appelle À l'école des chats quand les animaux nous rendent plus humains, chez Louise Courton. Alors, on va démarrer par le démarrage de votre vie qui n'est pas joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, vous êtes maltraité par votre mère, vous êtes ce qu'on appelle une enfant martyre. Donc, on va pas donner peut-être tous les détails parce que c'est assez terrible. Mais voilà, comment ça se passe et jusqu'à ce que vous rencontriez votre père adoptif. Alors, de l'âge de 5 ans et demi, c'est là que les psychiatres ont décidé que ma mère était guérie, puisque la déchéance définitive en France n'existe pas. De l'âge de 5 ans et demi, le jour où elle m'a repris, un 6 novembre 63, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, j'ai vécu pratiquement 11 ans dans une cave. Ma mère me détestait évidemment, sinon on ne fait pas ça à un enfant qu'on aime. Et dans cette cave où, à 5 ans et demi, on ne comprend rien, je dors sur un tas de charbon. Et il y a une lucarne, c'était dans le nord-est de la France, à Nancy. Il y avait une lucarne, enfin justement sans vitre, mais avec 5 barreaux. Et dès le premier jour, alors que je pleurais sur mon tas de charbon en ne comprenant pas pourquoi la veille j'étais encore chez ma nourrice, c'est si bien. Dès le premier jour, il y a un chat qui est venu, un chat tigré, il est venu et il a ronronné près de moi. Et au fur et à mesure que ma mère me martyrisait de plus en plus, puisque je sonne à tous les aéroports avec des épingles dans le corps, au fur et à mesure que ma mère me torturait de plus en plus, il y avait de plus en plus de chats. Et j'en avais régulièrement 6 ou 7 qui m'ont tout appris, c'est-à-dire quand j'avais des membres cassés pour me coucher de 5 à 16 ans. Pour me coucher sur le tas de charbon, c'était très difficile. Et ces merveilleux chats n'ont jamais cessé, ils ne m'ont jamais abandonné une seule nuit dans ma cave. Et ils m'expliquaient comment me coucher tout doucement, comment réparer mes blessures, il me léchait mes blessures. Et en fait, à 16 ans et demi, je parlais presque pas humain parce que j'étais pratiquement jamais à l'école. Il fallait surtout pas qu'on voie mon visage tuméfié. Donc, j'allais presque pas à l'école et je parlais chat. Je jouais chat, je parlais chat. Et voilà pour la partie de mon enfance jusqu'à mon adoption. Heureusement, j'ai eu un atout. Bon, alors, heureusement, j'ai eu les chats parce que j'ai 4 sœurs qui sont suicidées quand même. Donc, moi, je ne me suis pas suicidée parce qu'il y avait les chats. Votre maman a eu combien d'enfants Elle a eu 6 enfants. Et ce qu'il y a de terrible, et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, ça n'est pas seulement pour ces merveilleux animaux. Ce qu'il y a de terrible, c'est que quand j'avais 5 ans, j'étais donc dans un foyer de l'ASE, dans une famille d'accueil. Oui, parce qu'on vous a tout de suite séparé de votre mère dès oui, la naissance, de parce 13 qu'on a, jours, en fait, elle est partie en HP. Oui. Cette femme était malade psychiquement. Très malade. Et à 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, moi, j'étais tranquillement dans ma famille d'accueil et elle a repris mes 3 sœurs aînées et elle les a torturées comme moi elle l'a fait, mais elle l'a fait pendant 8 jours parce que l'aînée avait 12 ans. Elle n'avait pas 5 ans. Elle avait 12 ans, donc elle a décidé de fuguer en emmenant ses 2 petites sœurs. Je les ai presque pas connues. Et là, l'assistante sociale est venue et a dit puisque les grandes ont fugué, on va essayer de vous ramener la petite Michel parce qu'à 5 ans, elle ne pourra pas se sauver. C'est authentique, hein, c'est dans mon dossier.
Donc, effectivement, j'ai pas pu me sauver. Moi, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait quand j'avais 5 ans. Et ça a été brutal parce que j'étais chez ma nourrice, que je prenais pour ma maman. Et elle m'appelle à la fenêtre, elle me dit, tu viens voir Michel à la fenêtre. Elle me porte un petit peu parce que j'étais trop petite, mais on était dans la campagne et au rez-de-chaussée. Et elle me dit, tu vois la dame là qui vient avec la petite fille au manteau rouge? Bah, c'est ta vraie maman, elle vient de chercher, ta valise est là. À 5 ans et demi. Et cette dame est rentrée, elle m'a dit, dis bonjour maman, je suis ta vraie mère. Et j'ai dit bonjour madame, comme tout enfant normal, je pense. Et j'ai pris ma première gifle, il fallait que je dise bonjour maman. Et là, on est parti dans le bus et je n'ai plus jamais revu cette famille d'accueil. Et je comprends que mes sœurs se soient suicidées, quoi, parce que c'est terrible à vivre. Et moi, si les chats n'avaient pas été là, dans ma cave, jour après jour, nuit après nuit, il est certain que je ne serais plus là non plus. Ouais, c'est pour ça on va en parler avec l'école que vous avez créée, mais c'est vrai que nous, on est très axé sur les animaux, mais votre histoire est quand même un témoignage absolument monstrueux de la difficulté des services sociaux. Oh oui. Et voilà, et vous êtes vraiment, donc vous êtes très révolté d'ailleurs là-dessus, complètement. parce que Complètement. et il y a de quoi, parce que vous Oui. avez, donc c'est vrai que vous avez eu une série de malchances là-dessus qui est assez terrible. Donc vous êtes réellement martyrisé au quotidien. Et heureusement, il vous arrive quand même enfin quelque chose d'heureux. Donc, en fait, on découvre à l'école, les rares fois où vous y allez, finalement, à l'école, que vous chantez bien. Oui, c'est vrai. C'est ça qui va un peu vous sauver, l'air de rien, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer. C'est pas trop à l'école, c'est à l'église, parce D'accord. qu'en plus, l'hypocrisie, elle est dans toute son ampleur, mais ma mère ne croyait en rien. Mais pour faire bien vis-à-vis des services sociaux et des voisins, je devais aller à l'église. Donc, je vais au catéchisme, et là, ce sont les prêtres qui ont dit, mais t'as un joli filet de voix, à l'époque, hein. Et on va te faire chanter toute seule au micro sur l'autel de l'église. Tu chanteras toute seule les couplets et les fidèles reprendront les refrains. Donc, c'est ce que j'ai fait dès l'âge de 7 ans. Et vous en donnez des cours? Vous n'aviez pas appris? Du tout, comme ça. Non, pas du tout. Et ça me faisait du bien en même temps de chanter, mais j'avais pas conscience que le fait de chanter pouvait m'aider. J'étais trop jeune. C'est des années plus tard que je l'ai compris. Mais là, ils ne se sont pas rendus compte quand même que vous étiez, si, que vous aviez des bleus, vous aviez des mais tout le monde le marques. savait. Par la lucarne ouverte qui, heureusement, permettait aux chats d'entrer, on me jetait quand même des bananes, gentiment. C'était, tiens, je te file vite une banane, parce que je sais que tu n'as rien, du pain rassis. Les gens savaient parfaitement ce que je vivais. Tout le quartier le savait, l'école le savait, l'église le savait, tout le monde le savait. Ouais. Ça se voyait, j'étais... À un moment donné, j'ai eu Bon, je ne vais pas raconter de trucs terribles, mais j'ai eu un coup de marteau ici qui m'a cassé toutes les dents. Quand même, je faisais des séjours à l'hôpital réguliers. J'ai eu au minimum 13 traumatismes crâniens je suis sourde à 40% aujourd'hui. L'hôpital, j'ai tout dans mon dossier, quoi. Bon, il y a des choses qui n'ont pas été notées, mais j'en ai sûrement eu plus, puis j'ai eu tous les membres cassés. Vous pensez que ça et après on va repartir sur nos chats, vous pensez que ça évolue un peu quand même, ça? Parce que c'est tellement hallucinant. Pas du tout. Ah. C'est ce que je disais à une dame dans le public tout à l'heure. Fin 2018, on avait encore notre école d'ouverte dans le Vaucluse et on a eu 2 cas de maltraitance pure. Et on a prévenu les services sociaux. Alors, ils nous ont dit que c'était anonyme. Ils ont commencé par dire c'est Michel Bourton et Céline Brusa qui nous ont passé ce coup de fil. Ils préviennent, bien sûr, avant d'arriver. Ça ne change rien. En 68, c'était pareil, ou en 70. Et là, les parents nous ont menacés de mettre le feu à l'école. Les enfants n'ont même pas été entendus. Et ça s'est terminé par une grave tentative de suicide sur une des 2 gamines. Non, ça n'a rien changé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, alors reprenons sur votre vie. Donc vous chantez
Et vous rencontrez quelqu'un qui va vous sauver, en dehors des chats, parce qu'après on va développer pour les chats, mais quand même pour votre vie, déjà que tout le monde comprenne un peu ce que vous avez vécu. Donc vous rencontrez celui qui va devenir votre père adoptif. Tout à fait, Jean. Et en fait, il vous repère surtout parce que vous chantez bien, c'est ça? Ben voilà. Donc c'est le chant aussi qui vous a sauvé, là, mais de oui, rien. mais c'est constitué de miracles, et heureusement que le destin existe. Ma mère a autorisé une seule fois que je sorte pour faire une première partie avec une seule chanson. J'avais 16 ans et demi. Et elle a autorisé une seule fois que je sorte pour chanter cette chanson sur scène dans une AMJC de Nancy. Et ce monsieur était avec les artistes qui devaient faire le spectacle. Et il m'a invité à leur table, et quand il a vu que je commençais à paniquer, parce que moi j'étais qu'un paquet de traumatismes, quand il a vu que je commençais à paniquer parce que devant ma grenadine, parce que j'allais arriver en retard à la maison, il m'a dit: ne t'inquiète pas, je te ramène. Et j'aurais pu tout risquer. Heureusement, c'était quelqu'un de... C'est clair, parce qu'avec le malheur que vous aviez... bon. Puis surtout que je savais même pas comment on faisait un enfant, quoi. J'étais un chat. Et donc il m'a ramené et je lui ai dit quelques bribes, mais j'avais tellement crié quelques bribes aux instits, aux médecins de l'école, aux médecins de l'hôpital qui savaient, qui parlaient tout bas. J'avais tellement crié ma détresse sans que qui que ce soit, les gendarmes qui venaient me chercher quelquefois dans un wagon où je dormais quand ma mère me mettait dehors, et que tout le monde me ramenait tout le temps chez ma mère. Je me suis dit, je vais lui en parler, mais de toute façon, ça ne changera rien. Eh bien, ça a changé. Je suis tombée sur l'être humain qui a été révolté. Et il est venu me chercher au collège où, bien sûr, la DAS m'avait mis en CAP de sténodactylographe, comme tous les mômes de la DAS, hein, c'est comptabilité, sténodactylographe pour les filles ou travaux manuels pour les garçons. Et il est venu me chercher 3-4 jours, et au bout de 3-4 jours, je me souviens, et là c'est rigolo pour les dates, au bout de 3-4 jours, il m'a dit: je te dépose, mais je reviens tout à l'heure. Oh, je paniquais, je ne savais pas... Et c'est marrant, ma mère m'a repris le 6 novembre 63. Et là, c'était le 6 novembre 72 ou 13, je ne sais plus. Mais c'était un 6 novembre. Et ma mère m'avait attachée comme d'habitude, hein, avec l'aide de ma petite sœur qui entrait parfaitement dans le jeu. Et il a entendu hurler et il a défoncé la porte. Et ma mère a voulu l'agresser, mais elle a été extrêmement surprise qu'enfin un être humain se révolte. Incroyable, jusqu'à présent on lui fichait une telle paix. Et il m'a détachée aussitôt. Elle lui a envoyé une bouteille de vin pleine dans le visage, mais il l'a esquivée. Et pour la première fois, je l'ai vu, lui qui n'a jamais donné une gifle à qui que ce soit, il a attrapé ma mère et il lui a dit: ça suffit maintenant, j'emmène Michel. Et demain, je vais au commissariat de police. Et il m'a emmené sans rien. J'avais ma petite robe à fleurs, comme il disait, il s'en est souvent moqué. Enfin, j'avais ce que j'avais sur moi, quoi. Et le lendemain matin, on est allé au commissariat de Vendeuvre-les-Nancy. Et le gendarme, enfin le policier a dit: oh, on la connaît par cœur, hein, la petite là. Et je vous demande une convocation immédiate auprès du juge des enfants. On s'y attendait pas du tout. Mon père adoptif avait même presque peur de se faire arrêter, j'étais mineure. Mais il a eu ce courage-là. Et à 11h du matin, on passait devant le juge des enfants. À midi, on ressortait avec l'ordonnance du juge en adoption simple. Il a fallu une petite heure, pour mettre fin à 11 ans d'horreur. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même un vrai problème dans le système. Mais bon, oui. Donc on va être dans des années plutôt sympathiques pour le coup. Donc là, vous allez devenir, c'est là où vous avez une deuxième vie, parce que c'est quand même incroyable, vous devenez auteur, compositeur, interprète. Oui. Donc, et vous partez en tournée? Absolument.
Mon père adoptif, qui a été obligé d'essayer de faire des travaux pour m'apprivoiser, ça a quand même duré 4 ans. Je me protégeais, je voulais manger en dessous de la table. Bon, enfin, il a eu du courage. Mais il m'a dit, puisque tu chantes et que tu aimes, je vais même t'écrire d'ailleurs des textes. C'était un gars d'une intelligence exceptionnelle et humaine aussi, exceptionnelle. On a monté tout un spectacle en l'espace de 6 mois. Et tout de suite, j'ai fait les scènes de France, même d'Europe. Et ça a duré 12 ans. 12 ans de scène où j'ai pu crier ma rage. J'ai pu en rire parce que Jean m'a appris à rire et à rire de tout. Mais j'ai réussi à en rire qu'à partir de l'âge de 20 ans. Donc après, j'ai chopé un sens de l'humour extraordinaire qui m'a fait aussi écrire des chansons drôles sur même la situation des enfants. Et, hum, et là, au bout de 12 ans de scène, je me suis dit, je crois que je suis guérie. Et je suis jamais allée voir de psychiatre. Je pense que Pourquoi? j'étais guérie. Pourquoi? Bah, déjà, mon père n'aimait pas trop les psychiatres. Il me disait parle, parle, chante-le, crie-le. Oui, c'était une autre façon Voilà, de... une autre façon de D'accord. l'exprimer. Bon, moi je n'ai rien contre les psychiatres, mais Oui, bon, oui. bah, il se trouvait que je suis pas allée en voir un. Et à 28 ans, donc vous rechangez de vie. Je rechange de vie à 28 ans. Je deviens monitrice auto-école, puis inspecteur du permis de conduire, où j'ai jamais maltraité un élève. Là aussi, j'avais trop le sens de l'humour pour continuer. Par exemple, un créneau raté, je disais, bon, on va bien pouvoir marcher jusqu'au trottoir. Moi, c'était de l'humour et il y avait des élèves qui pleuraient. Je me suis dit, oh là là. Et après, je me suis dit, je vais passer mon bac. Alors là, évidemment, tout mon entourage était mort de rire. Il me disait, non, déjà, t'arrêtes la chanson, on t'a toujours connu comme ça, c'est pas possible, tu plaisantes. Après, quand j'ai fait voiture auto-école, on m'a dit, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? À 33 ans, enfin 32 ans, je déclare que je vais passer mon bac, parce que déjà, je suis dans une famille qui ironise un peu sur mon absence de culture, bien que à 32 ans, elle était meilleure qu'à 16 ans. Et puis, je voulais faire plus grand, je voulais faire autre chose. Et pour faire une fac, ben, il fallait que je passe le bac. Je l'ai passé. Ouais. Mon père m'a beaucoup aidé parce que c'était le seul qui disait, allez, au début, on l'a même caché. C'était le seul qui disait, allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bien sûr, je l'ai eu avec mention bien à 33 ans. Ben, Sur, bravo. et sur les bancs de la fac, le mois de septembre d'après, je me souviens que c'était très drôle parce qu'à 33 ans, j'étais donc assise à la fac et les jeunes bacheliers de 18 ans me regardaient en ayant l'air de se dire c'est un prof ou pas Non, j'étais une élève qui venait d'être bachelière tout comme eux. Donc Et là, vous voilà. passez, vous passez un doc de droit, une Oui, licence de lettres modernes, oui, enfin, vous faites des vraies études. oui, Vous devenez prof. oui. Là, vous découvrez une vraie vocation finalement. Ah, complètement. Et là, vous découvrez, vous prenez conscience de la difficulté de beaucoup d'élèves. Oh oui. Et là, ça fait tilt avec votre histoire personnelle. Exactement. Ça fait vraiment tilt avec mon histoire personnelle parce que je vois des élèves paumés. J'ai des classes de... Je suis prof de la 6e à la terminale. Enfin, j'ai même assisté en fac, mais bon. Je vois des élèves, surtout au collège et au lycée, qui sont... c'est vraiment, tu marches, tu suis ou tu sors. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai des classes de 36 élèves, 38 élèves en collège et en lycée, et je me rends compte que je ne peux absolument pas les aider. Alors, ça me rend malade, et je commence à faire quelque chose au bout de 12 ans seulement,
quand on me donne une classe de 45 adolescents en 3e. Et là, je me suis dit, c'est impossible. Hein. Pourquoi je viens ici? Je viens pour toucher mon salaire à la fin du mois. À ce moment-là, j'en suis là. Et j'aide donc tout ce que je peux, c'est-à-dire que le soir, après les cours, c'est gratuit. Je préviens les parents. Je dis, vous pouvez venir avec votre enfant. Je vais l'aider gratuitement. Et très vite, on se rend compte que en l'aidant gratuitement, cet enfant, il reprend confiance en lui. Il passe de 5 de moyenne générale à 16. Mes collègues m'en veulent d'ailleurs parce qu'ils me disent non, mais on va bientôt nous forcer à faire la même chose. Je comprends d'ailleurs leur pensée à ce moment-là, mais bon, moi je le fais. Je les aide bénévolement. Et il y en a 5 ou 6 qui reprennent confiance en eux et qui nous grimpent dans les moyennes et qui me disent merci, j'y serais jamais arrivée, mais maintenant je sais que je peux, j'ai pas à sortir, j'ai pas à aller en orientation forcément. Je n'ai rien contre l'orientation quand elle est voulue, Bien quand sûr. elle est désirée. Et là, je me suis dit, waouh, je m'étonne moi-même. Et chez moi, évidemment, j'ai des chats, ça va de soi. Je me rendais compte que les élèves étaient apaisés aussi par mes chats. C'était pas seulement parce que cette prof qu'on appelle Madame en classe et qu'on appelle Michel ici, qui nous fait un petit chocolat et qui nous aide à faire nos devoirs, il y avait aussi les chats. Et quand j'ai eu ces 45 élèves, là, je me suis dit, bon, je m'en vais. Je suis en train de devenir quelqu'un qui va en cours pour toucher son salaire à la fin du mois. Je m'en vais. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a la ménopause qui arrive et tous les os que j'avais de brisés, non réparés ou réparés, se fracturent à nouveau. J'ai donc 6 vertèbres fracturées. Je ne tiens pas debout depuis plus de 10 minutes, un quart d'heure. Et j'ai été en fauteuil d'ailleurs. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose de ma vie pour les enfants, pour que le système scolaire soit moins idiot que celui qu'il est en ce moment, du moins qu'on me présente. Mais j'ai parfaitement conscience que moi, toute seule, je vais être vraiment le mini grain de sable. Mais je me suis dit, sois le mini grain de sable et fais ce que tu as envie de faire. Et ce que vous avez envie de faire, c'est donc là, on arrive à une autre encore partie de votre vie qui est votre vie actuelle. C'est quand vous créez l'école Candide. Tout à fait. Donc c'est une école que vous créez en 2012. Oui. Avec une pédagogie qui est liée à la ronron-thérapie, mais il n'y a pas que ça. En fait, elle est basée sur trois éléments. Oui. Il y a le fait que je décide de n'avoir que 15 élèves par classe. Ça, c'est déjà énorme, ça. C'est énorme. Et c'est un bonheur aussi pour l'enseignant de pouvoir dire, toi, Christophe ou Laïla, je ne sais pas, viens, tu ne comprends pas quelque chose, c'est mon rôle de t'aider. Viens, je vais t'aider. Ou je viens vers toi. Et pour être sûr de ne pas dépasser ce nombre d'enfants, on a construit les classes, parce qu'évidemment, c'est nous qui avons tout fait, on a construit les classes de façon à ce qu'elles ne puissent pas accueillir plus de 15 enfants. Donc, la pédagogie Candide que j'ai fondée et qui est déposée, c'est 15 enfants par classe, pas un de plus. C'est pas de devoir à la maison jusqu'en classe de 3e, parce que je me dis qu'un enfant a besoin de vivre sa vie d'enfant. Et faire les devoirs jusqu'à 10h du soir, quand les parents me disaient dans l'enseignement public, vous savez, c'est moi qui les termine, ces devoirs. Et je disais, bien sûr, oui, je vous crois, je vous comprends, mais... oui, et puis c'est voilà. Ce que vous dites, c'est source d'inégalité, parce que justement, quand vous étiez enfant, vous ne pouviez pas les faire, les devoirs. Bien sûr, et les devoirs, là, tout le monde, effectivement, bénéficiait d'une certaine d'une profonde même, pas certaine, d'une profonde égalité, puisqu'on aidait aussi bien le petit qui ne s'en sortirait pas chez lui parce que ce n'était pas le milieu social, voilà. Qui aurait pu l'aider sans critiquer personne, mon Dieu, surtout bien sûr, pas. Bien sûr. Et puis, ça aidait aussi bien l'adolescent ou l'enfant qui était dans un milieu social privilégié. Donc là, ils étaient tous dans une réelle égalité.
Et puis la troisième partie, c'est avec les chats. Et oui, et la troisième partie, c'est avec les chats. Quand j'ai dit... Et alors, bah, je fais signe à la régie parce que du coup, vous nous avez donné des photos de vos élèves avec les chats. Donc, on va faire, ça va passer en diaporama. Ou pendant que vous nous racontez votre... cette formidable expérience. Là, on voit comment ça se passe. Donc, les chats sont complètement libres, c'est ça? Complètement. C'est le principe de votre pédagogie. Donc, ils sont libres, ils passent d'une classe à une autre, ils vont où ils veulent. Ils vont où ils veulent. Ils ne sont surtout pas utilisés, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui disent c'est une honte d'utiliser les chats. Bien sûr que non. Puis alors, moi, je suis la dernière à vouloir utiliser un animal. Ils ne sont pas utilisés, ils sont libres. Ils ont même une chatière qui leur permet de sortir du bâtiment de l'école. Et ils peuvent aller dans l'Île-sur-la-Sorgue s'ils veulent, puisque l'école était située à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et ces chats, là on le voit, étaient là tous les jours. Et là, moi-même, j'ai découvert des expériences que je n'aurais jamais imaginées. Et c'est merveilleux ça. Quand j'ai créé cette école, je me suis dit, je vais y mettre des chats, parce que les chats m'ont tellement aidée. Je sais quel est leur pouvoir à ce niveau-là, quand face à quelqu'un d'angoissé, de timide, qui n'a pas confiance en lui. Je connais ce pouvoir des chats pour l'avoir tellement expérimenté pendant 11 ans. Et puis chez moi toute ma vie, évidemment. Et j'ai donc placé 15 chats dans l'école pour 75 élèves du CP à la 3e générale. Et ces chats qui étaient libres d'aller où ils voulaient dans l'Île-sur-Sorgue étaient toujours avec nous. Alors ça, c'est la première surprise. Bien sûr, j'expliquais aux enfants, et ça c'est capital. Ça me hérisse un peu le poil, parce que dernièrement, j'ai vu qu'une école avait amené un chat dans son établissement, où il y a des classes de 30, 35 élèves. Et là, je ne suis pas d'accord. Là, nous n'en avions que 15 et nous leur expliquions à nos élèves comment bien traiter un animal. Donc, c'est souvent d'ailleurs en le laissant tranquille. Nos élèves savaient pourquoi il ne fallait pas leur tirer la queue si le prof tournait la tête, ou leur couper une petite moustache parce qu'ils ont tous des ciseaux, évidemment. Nos élèves étaient systématiquement au courant de tout ce qu'on pouvait et ne pouvait pas faire sur un chat. Et ils étaient merveilleux, ces petits, parce que les petits comme les grands d'ailleurs, parce qu'ils se sentaient déjà dans un milieu tellement privilégié, avec seulement 15 élèves par classe, et leur réussite extraordinaire. Le rectorat peut le prouver, il a les chiffres, qu'ils étaient heureux aussi avec les chats. Et jamais on a eu d'accident, une fois, un seul. On a eu un seul accident, pour être totalement honnête. Je n'ose même pas, avec mes mots, dire ce qui s'est passé, mais le chat était bien vivant et tout va bien. Mais ça m'a fait tellement souffrir pour le chat que l'élève a été exclu le soir même de l'établissement. Et tous les élèves savaient que si on faisait du mal à un chat, on était exclu. Donc les chats venaient naturellement sur les tables, au lieu d'aller jouer dehors. Alors ça m'a étonnée. Ça nous a apporté aussi le silence. Dans l'éducation nationale, on doit faire le gendarme à peu près 3/4 d'heure sur 1 heure de cours. Là, jamais. Parce que les élèves entre eux se disaient « Chut, tu sais que le chat a besoin de calme, donc si vous parlez trop fort, les chats ne viendront pas. » Et quand les journalistes ou les futurs parents venaient voir notre établissement, ils disaient « Mais c'est incroyable le calme qui règne dans votre établissement. » Bah oui, c'était en grande partie là, grâce au minou. Oui, parce que quand vous parlez des journalistes, vous avez un vrai succès médiatique. Ah, on oui, en oui. parle beaucoup. Oui, oui. Mais bon, après, il y a un problème avec le propriétaire de Oui. l'école qui veut récupérer Les locaux. les locaux. Donc, vous êtes obligé de la fermer. Oui. Et avec Céline Brusac, qu'on a vu en photo et qui est Oui. dans la salle, vous avez fondé l'ONG Candide International. Et Oui. là, on est là dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez exporter cette Absolument. en Afrique. Racontez-nous ça.
Alors, nous avons d'ailleurs d'abord essayé de l'exporter en France. Quand l'école Candide dans le Vaucluse a fermé, nous avons contacté tous les maires MAIRES de France pour savoir s'il y en avait un qui pourrait accueillir une école Candide. Honnêtement, il y en a eu une quinzaine qui ont dit oui, oui, on vous connaît et on adorerait faire ça dans notre ville. Mais voilà, on n'a pas les locaux adaptés et surtout, le rectorat dit non systématiquement. Il faut savoir quand même que dans notre beau pays, pour arriver à créer cette école, j'ai été 2 ans en pleine illégalité. Parce qu'on n'avait pas notre autorisation d'ouvrir et les inspecteurs venaient, mais j'ai tenu bon. Parce que de toute façon, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Et les inspecteurs venaient, ils me disaient, on vous donnera votre numéro d'établissement quand vous aurez viré les chats. Et je disais, ben non, je ne les virerai pas. Alors de temps en temps, pour m'en débarrasser, je disais, bien sûr, je vais le faire demain matin. Et comme ils revenaient tous les ans, il y avait les chats. Et à partir du moment, c'est pour ça que je remercie, moi ça n'est pas hypocrite, je remercie vraiment les journalistes du monde entier d'ailleurs, puisqu'on est passé sur tous les continents. À partir du moment où les journalistes nous ont médiatisés, j'ai même été convoquée au rectorat avec Céline Bruzin et ils voulaient nous mettre sous contrat d'État. Je dis mais les chats ça ne gêne plus? Alors mais non, bien sûr que non, ça ne gêne plus. 15 élèves par classe au lieu de 22 minimum, c'est plus gênant non plus? Bien sûr que non, ça n'était plus gênant. Mais malheureusement, quand on a fermé, les rectorats divers ont refusé aux maires des villes de créer une école avec des chats. D'accord, donc du coup, vous êtes malheureusement pour l'instant obligé de partir à l'étranger. Voilà, dans les pays francophones, parce que il faut que je puisse, en anglais je me débrouille moyen, il faut que je puisse vraiment expliquer aux écoles étrangères, enfin à l'étranger, comment appliquer cette pédagogie qui donne des résultats mais absolument fabuleux, même chez des enfants autistes. C'est incroyable. Mais ça, vous allez nous expliquer après oui. quand même les bienfaits incroyables du chat là-dessus. Oui. Mais du coup, là, votre projet est avec l'ONU, c'est ça? Oui, donc on a été appelé à l'ONU pour faire une conférence. On a loupé que celle de cette année, je crois, ou de l'année dernière. Oui, c'est toujours en décembre. Je crois qu'on en a loupé 2 à cause de la crise sanitaire. En tout cas, celle de décembre, là, on n'y est pas allé parce que crise sanitaire aussi, c'est à Genève. Et grâce à l'ONU de Genève, on a entendu parler de l'UNESCO et on a fait une demande. Pour l'instant, on attend la réponse parce qu'on travaille avec les ODD, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU au niveau de l'éducation et de la protection de la nature avec, bien sûr, les animaux. Alors là, ça nous a donné à Céline et à moi une idée absolument géniale et on y arrive, c'est en Afrique. Voilà, et c'est pour l'instant, alors vous en avez tout de ce projet, parce que c'est vrai que c'est assez... il stagne ce Donc vous projet. l'avez adapté à l'Afrique, hein, justement, parce qu'il n'y a pas que les chats dans l'école que vous voulez créer. Hein. Non, voilà, moi je veux passer le restant de ma vie à lutter déjà pour l'éducation des enfants, qu'elle soit moins incohérente qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Et je veux lutter pour que le monde animal puisse vivre à nos côtés. Et je veux pouvoir le dire à haute voix, nous avons besoin des animaux beaucoup plus qu'eux ont besoin de nous. Et donc là, c'est en Afrique qu'on a répondu en premier. Il y a eu d'autres pays qui ont... Mais les projets les plus aboutis, c'est en Afrique, c'est au Bénin et au Togo. Très vite, le Togo a suivi, c'est le pays voisin. C'est un hasard. Et au Bénin, par exemple, où c'est vraiment le projet le plus abouti, on est en relation avec un certain Pierre Chanou, qui est notre référent. Il travaille pour l'INFRI. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il travaille pour le ministère de l'Éducation nationale au Bénin. Et le ministre de l'Éducation au Bénin est tout à fait ouvert, tout à fait d'accord.
Pierre Chanou a fait 800 km sur des routes très mauvaises pour aller, parce que Cotonou, c'est tout en bas du Bénin, et nous allons nous installer au nord-ouest du Bénin, dans une immense réserve animalière qui s'appelle le parc du W. Et je veux créer cette école avec 15 élèves. Alors là, c'est pas gagné parce que Pierre me dit en riant, tu sais, en Afrique, on a plutôt 100 élèves par classe. Je dis non, non, il n'y aura pas d'animaux avec 100 petits. Donc, j'ai réussi à descendre à 30 pour l'instant, mais on va y arriver. Et de toute façon, il y en aura 15 et pas une plus. Et il y aura des chats. Évidemment, comme je suis allée me promener souvent dans des pays d'Afrique, je me suis demandé si au Bénin, le chat était un animal domestique. En Tanzanie, par exemple, on ne voit pas un chat. C'est le cas de le dire. Donc, au Bénin, non, non, les chats dorment dans les maisons, dans les lits de leurs maîtres, etc. Donc, dans cette école du Bénin, le but, évidemment, d'avoir 15 élèves par classe, d'appliquer la pédagogie Candide et d'y amener des chats sans les traîner. Hein. Non, non, c'est eux qui vont faire comme à Candide, à l'Île-sur-Sorgue, bien sûr, je le sais maintenant, qui vont venir naturellement sur les bureaux des élèves. Et j'ai décidé de faire un module, d'écrire un module, enfin de le fonder entièrement, pour compléter le programme de l'éducation nationale au Bénin, parce que, et le ministère est complètement d'accord, je voudrais installer cette école donc dans la réserve animalière du parc W, pour que les enfants apprennent à connaître leur environnement direct. On s'est rendu compte que les petits Béninois, comme tous les enfants d'ailleurs du monde en général, ne connaissent pas leur environnement direct. Ils n'ont aucune idée des merveilles qui les entourent dans leur village. De toute façon, il y a une baisse de la culture sur la nature oui, en général. Il n'y a pas que les enfants, oui, malheureusement. complètement, complètement. Ouais. Et là, le but, c'est que les enfants apprennent à connaître les animaux de la savane, puisque ça va s'appeler d'ailleurs École Candide dans la savane. Je veux qu'ils apprennent à connaître les animaux de la savane petit à petit, parce qu'il n'est pas question de les obliger non plus. Donc petit à petit, par exemple, c'est 6 ans le cycle primaire au Bénin, d'ailleurs dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et au petit de 6 ans, par exemple, je dirais, dis-moi pendant un trimestre l'animal que tu veux étudier. S'il me dit l'éléphant, ben, je vais l'aider à étudier l'éléphant de manière théorique 2-3 heures par semaine. Et tous les vendredis après-midi, il y a un guide local, enfin plusieurs, qui vont amener ces enfants dans la réserve animalière pour arriver à leur faire voir petit à petit l'animal, les animaux, au fur et à mesure que les trimestres passent, qu'ils ont appris à connaître. Et le but, c'est évidemment que quand on ne détruit pas ce qu'on aime, donc quand on apprend à connaître le monde animal, la faune sauvage ou domestique, comme là avec les chats, et puis la nature, on sait bien que s'il n'y a pas d'acacia, il n'y a pas de girafe non plus. Donc, un enfant qui va apprendre à connaître ça, il va finir par l'aimer et plus tard, créer des vocations ou au moins, arrêter de braconner, arrêter de massacrer. Ouais, c'est un projet magnifique. Parce que la vie, c'est tellement mieux qu'une défense d'éléphant. Ouais, mais alors du coup, c'est compliqué en ce moment parce que déjà, un projet comme ça, c'est pas évident. Le contexte n'est pas très favorable. Alors, a priori, vous partez sur quel genre de... Alors là, pour dire la vérité, on ne sait pas trop, hein, parce que la crise sanitaire a bloqué le projet. J'ai pourtant des amis qui arrivent à partir au Bénin, mais moi, j'ai un autre souci grâce à chère maman. C'est que comme j'ai eu tout fracturé, le test PCR, c'est raté pour moi. Donc, je ne peux pas prendre l'avion depuis 2 ans. Pourtant, je suis entièrement vaccinée, évidemment. Mais quand on regarde ma radio, ça s'arrête là et hop, c'est dévié comme ça, carrément. Donc, le test PCR, c'est pas possible. Pour aller au Bénin, il faut que j'en fasse je ne sais pas combien. En plus, au Bénin, ils ne sont absolument pas protégés. Le vaccin n'est pas encore arrivé. Donc, notre propre interlocuteur, qui est un homme fabuleux, Pierre Chanou,
a été très, très gravement malade. 8 mois d'absence, allons-y, Covid bien sûr. Et puis, il y a la question géopolitique qui vient se greffer dessus depuis quelques mois. Pierre nous avait dit en riant, parce qu'on se voit beaucoup par visio, le Bénin est le pays le plus stable qui soit, mais il est moins stable en ce moment. L'Afrique de l'Ouest est en train de bouger. Il y a des attaques djihadistes. Le Mali a créé d'ailleurs deux attaques en plein cœur du parc où on doit s'installer. Donc c'est un peu difficile. Mais enfin, le but, c'est de ne jamais lâcher prise et de se dire qu'on va y arriver. Parce que si on commence à baisser les bras, il faut oser aller au-devant de ce que presque la loi nous autorise. Alors évidemment, on ne va pas enfreindre la loi, hein, bien que pour ouvrir l'école, on l'a ouvert sans autorisation. Mais il faut aller au-delà de ce qui nous semble possible pour arriver. Et dans les autres projets, parce qu'après on va parler des chats, mais donc vous m'avez parlé d'un one-man show, enfin woman show sur votre vie ou d'un film, enfin, oui. Parce que vous avez quand même une vie... oui, spéciale, effectivement. Oui, donc, et peut-être que ça permet aussi de faire passer beaucoup de messages. Donc, oui. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Alors, il y a 2 projets en cours. Il y a un film et un one-man show. Alors, pour le one-man show, je suis en train de réfléchir. Alors, il est mis en scène, ce one-man show, par Jean-Louis Milesi, qui est un ami. C'est le réalisateur ou scénariste de Marius et Jeannette, Joseph, dernièrement, qui a fait un tabac. C'est un réalisateur que j'adore parce qu'il est d'une humanité exceptionnelle, exceptionnelle dans tous ses films. Et bien sûr, comme c'est un ami, il a déjà écrit le scénario de mon livre, de ma vie. Et il cherche des producteurs qui puissent le financer. Ça serait, si j'ai bien compris, un film de fiction tiré de faits réels, quoi. Voilà, où il y a des images qu'on ne pourra absolument pas montrer. Ah non, mais c'est clair. Celles dont on n'a pas osé parler, d'ailleurs. C'est normal. Mais donc, il va faire une sorte de fiction. Je crois que ça s'appelle un biopic ou un bioptique. Oui, bon, je ne sais pas. En tout cas, bon, pardon, Jean-Louis. Espérons qu'il trouve les budgets. Vous viendrez nous reparler de ça. Et le one-man show, c'est pareil. Voilà, et le one-man show. Alors, c'est... Enfin, woman show. Oui, oui, woman show. C'est pareil, mais je commence à me poser des questions parce que je ne sais pas combien j'ai vendu de livres depuis qu'il est sorti le 12 mai dernier, mais le souci avec ce woman show, c'est qu'il faudrait que les gens dans la salle aient lu mon livre pour comprendre. Alors, il est très drôle, hein, parce que moi, je ne suis pas d'humeur triste. Il est très drôle. Il n'y a que 2 ou 3 chansons un peu nostalgiques. Sinon, je me moque de moi-même, je me moque de cette vie, je me moque de ma mère, je me moque même de mes peurs que j'ai eues avant de rencontrer Jean. Et il est très drôle, mais pour le comprendre, je crois qu'il faudrait vraiment que les gens aient lu ce livre. Bon, je sais qu'il se vend, hein, le livre, mais donc pour l'instant, j'attends encore un peu. Je vais en parler avec lui. On se voit très bientôt avec Jean-Louis. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne au chat. Oui. Donc déjà, comment est-ce que... Parce qu'on parle beaucoup de la ronron-thérapie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est que la ronron-thérapie? La ronron-thérapie, je vais être moins bonne que mon prédécesseur ici sur ce plateau en tant qu'éthologue. J'espère qu'il est parti. Ah non, il est encore là. Tant pis. Il complétera, si besoin. Il complétera. La ronron-thérapie, c'est un terme créé par le professeur Jean-Yves Gaucher, un vétérinaire toulousain, qui a écrit sur le fait que quand on caresse... Bon, moi, je ne suis pas vétérinaire du tout. Quand on caresse un chat... Nous avons dans les mains ce qu'on appelle des corpuscules de Pacini. Et quand on caresse le chat, les vibrations provoquées par son ronronnement passent par nos nerfs pour arriver à nos cerveaux et déclenchent la sérotonine, en fait, en gros, l'hormone du bonheur. Et c'est authentique.
le ronronnement fait aussi baisser la tension artérielle. Le rythme cardiaque aussi. Oui, favorise la guérison des blessures. Alors ça, j'en sais quelque chose dans ce ma que j'allais cave. vous dire, c'est est-ce que petite, vous avez commencé à le ressentir, ça, Ah quand, oui. quand les chats Ah étaient oui. avec vous et Oui, léchaient vos blessures, etc. Donc, Ah oui, oui, tout à fait. Ils léchaient mes blessures et je me laissais faire parce qu'ils exigeaient que je me laisse faire. Sinon, j'avais droit au coup de patte comme entre eux. Hein. Et bien sûr, j'ai vu très vite que mes blessures guérissaient beaucoup plus vite quand les chats me léchaient mes blessures. Alors que quand j'ai été quelquefois assez rarement dans des foyers, parce que quand même de temps en temps les médecins à l'hôpital s'affolaient, donc j'ai été que pour 8-10 jours à chaque fois dans les foyers, ça a dû arriver 2-3 fois. Mes blessures ne disparaissaient pas du tout aussi vite. Et puis la blessure mentale surtout, la blessure psychologique. Vous vous rendez compte que j'arrivais à rire dans ma classe, j'allais dire. Dans ma classe aussi, je riais énormément. Dans ma cave, j'arrivais à rire. Et à un moment donné, il y a même une maman chatte qui est venue. Et moi, je me suis réveillée sur mon tas de charbon. Et elle avait mis bas. Et j'entends ce que j'appelle dans mon livre des petits chatouilles, parce que je n'ai pas trouvé de mots pour mettre un mot de la langue française sur ce langage. Je me retourne, et elle m'amène petit à petit ces petites boules-là, pas pour que je m'en occupe bien sûr, mais pour me les présenter. Et à partir de ce moment-là, je vous assure, j'ai été leur sœur. Je les ai vus grandir, j'ai joué avec eux. On avait tout ce qu'il fallait avec le charbon. J'ai joué avec eux. J'étais à 4 pattes comme eux, au point que d'ailleurs à un moment donné j'ai réussi à attraper une souris, mais je l'ai laissé filer. Et cette maman chatte m'a tout appris comme assez petit. C'est normal, j'avais qu'elle à qui parler. Hein. Donc elle m'a tout appris comme assez petit. Et là je sais que j'ai réussi à me dire souvent, quand ma mère m'attachait et me torturait, j'ai réussi souvent à me dire, c'est pas grave, tout à l'heure je vais voir mes chats. Et les chats m'ont appris aussi à respirer. Eux entendaient ma mère au 2e étage, enfin on habitait au 2e étage, mais la cave était forcément 3 étages plus bas. Et eux entendaient ce fameux trousseau de clés qui me gêne encore aujourd'hui. Ils l'entendaient bien avant moi et ils se mettaient devant la porte et ça voulait dire calme-toi, détends-toi, respire profondément, elle arrive. Vous vous rendez compte que après ils se sauvaient. Ma mère n'a jamais su que je n'étais pas seule dans cette cave. Elle n'a jamais su que j'avais des chats toutes les nuits avec moi. Et c'est très bien, hein, parce que s'il l'avait su. Et la maman chatte le savait. Quand ma mère arrivait dans la cave, ou pour me jeter, ou pour me prendre brutalement, la maman chatte avait appris à ses petits à ne pas faire de bruit. Ma mère n'a jamais su que je n'étais pas seule. Quand on parle du bienfait donc des chats sur les enfants, dans l'école aussi, vous le voyez, vous dites que les chats vont instinctivement aller toujours vers les élèves qui, comme par hasard, étaient ceux qui en avaient le plus besoin. Tout à fait. On l'a vu d'ailleurs, on sait qu'il y a un chat qui dans un hôpital qui allait, on en parlait ce matin, qui allait vers les gens en fin de vie. Oui. On a l'impression que le chat a un instinct comme ça assez étonnant. Oui. Vous l'avez constaté dans l'école Candide. Alors, ça n'est pas qu'une impression, hein, c'est une certitude absolue. Tout le monde a eu, je pense, tous les gens qui ont des chats ont vécu au moins une fois, je pense, sinon c'est pas possible, on a mal quelque part ou on a mal au ventre, le chat vient instinctivement sur nous et son ronronnement et sa chaleur nous calment ce mal de ventre. Alors à l'école Candide, on avait des enfants comme les vôtres ou ceux de n'importe qui dans cette salle, et puis on avait aussi des enfants à problème.
dyslexiques, dyscalculiques, bon, ça veut dire avec des problèmes d'apprentissage, et qui n'avaient plus du tout confiance en eux, d'autant plus que leurs profs excédaient, et là je ne critique pas les profs, je les admire vraiment, d'autant plus que j'en ai été une, les profs excédaient, parce que moi aussi ça m'est arrivé, j'ai honte mais je le dis, ça m'est arrivé de dire à un élève, bon écoute tu comprends rien, excuse-moi je passe. Oh, c'est là que j'ai réagi d'ailleurs. Alors les gosses viennent puis ils nous disent vous n'y arriverez jamais avec moi, je suis qu'un con. Et alors là, Céline et moi, on leur disait non, non, t'es loin d'être un con. Et on va te le prouver d'ailleurs. Mais en 8 jours de temps, les parents venaient nous dire mais comment vous avez fait? Ça ne fait que 8 jours que notre enfant est chez vous. Et le voilà qui rit, qui rentre, qui nous parle. C'est incroyable, on a un enfant qui nous parle, on s'en rappelait même plus. Qui veut aller au cinéma avec nous, qui veut... Mais je veux dire, même c'était des familles complètes qu'on régalait dès que leur enfant entrait. Là, c'est une classe de quatrième. Les quatrièmes, pour les inspecteurs, il n'y a rien de pire. Et, ils sont adorables. Mais c'est vrai que c'est une classe sans examen. Ils sont en pleine adolescence. Là, ce sont des troisièmes. Et ils sont tous... les chats allaient naturellement vers les enfants les plus cassés par l'éducation nationale. Je répète, je ne critique pas les profs ni les instituts, surtout pas. Ce que vous dites beaucoup aussi, et puis qu'on dit un peu sur tous les animaux, c'est que les chats ne jugent pas. Mais donc non. Ça aussi, ils vous prennent tel que vous êtes, et donc ça c'est important aussi Voilà. pour un enfant qui est en pleine Oui. construction de son identité. Et les enfants nous le disaient d'eux-mêmes. On lui disait, alors qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, on a eu un petit enfant autiste à 11 ans ou 12 ans, et on lui disait, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Et l'enfant qui a perdu beaucoup de son autisme d'ailleurs, qui est super aujourd'hui, qui fait le métier qui lui plaît, informaticien, nous a dit, mais le chat, il ne me juge pas. J'arrive, je vais à l'école, quand je sais que c'est trop dur, j'y vais pour le chat, j'y vais pour les chats. Et il y avait certains de nos chats qui étaient soigneurs particulièrement de tel ou tel traumatisme chez les enfants. L'autisme, par exemple, bon, on n'a pas eu beaucoup d'enfants autistes, hein, mais on n'en a eu que 2 ou 3. Mais les chats allaient particulièrement vers lui. Les chats s'étaient donné un rôle dans l'école que même moi, je ne comprendrai jamais. Mais c'est une merveille absolue. Par exemple, on avait notre chat infirmier, Donald, un petit chat tigré. Et il était dans n'importe quel endroit, dans l'école ou à l'extérieur de l'école. On avait un enfant qui venait à l'infirmerie et qui disait « j'ai mal au ventre » ou « j'ai mal à la tête ». La procédure, c'était de le faire s'allonger sur le lit de l'infirmerie, d'appeler les parents bien sûr, et de leur demander de venir chercher leur enfant. Donald, 2 minutes après, il était dans l'infirmerie. On n'a jamais compris. C'était notre chat infirmier, comme on disait en riant entre nous. Donc Donald arrivait, il se jetait sur le lit, l'enfant était tout content, il avait le chat pour lui tout seul. Et généralement, quand ses parents arrivaient, il disait « ça va, je suis prêt à retourner en cours ». À la fin, on attendait carrément. Bon, Donald, il arrivait tout de suite. Et on attendait quelques minutes avant d'appeler les parents. Bon, les parents, heureusement, ils n'ont pas râlé souvent, mais c'était bon, on est venu pour rien. Il y avait Mickey, un chat rouquin, qui adorait aller avec notre ami Alain. Et Alain faisait passer de la musique aux enfants pour leur donner une certaine culture musicale. Mickey adorait la musique. Dès qu'Alain mettait en route l'ordinateur pour faire écouter telle musique, tel compositeur, Mickey, il arrivait en courant, il s'installait. Il adorait ça. Il adorait aussi la salle de maths. Là, c'est ma classe la dernière année, où j'ai une petite écaille de tortue absolument merveilleuse, j'oublie son prénom là sur l'instant, et qui adorait les petits de cet âge-là, qui allait rarement avec les grands. Et
Là, c'est les bébés qui sont nés chez nous. Ah oui, parce qu'il est même arrivé un miracle que je ne m'expliquerai absolument jamais. Il y a une dénommée Pomponnette, parce qu'on l'a appelée comme ça. Un jour, Céline et moi, nous étions dans mon bureau. Pas de chat dans mon bureau, sur le moment présent. Et il était 21h. Et c'est marrant parce qu'on sortait des 3 jours de formation absolument obligatoire, organisés par la LOF ou le LOF. Et c'était 3 jours de formation pour avoir le droit d'avoir plus de 5 chats avec des enfants. Et donc, nous avions réussi notre examen. Donc, c'est intéressant à préciser parce que là, c'était le lendemain. Là, ils sont tous à la bibliothèque. Le lendemain, Céline et moi, on travaillait tard. Et tout d'un coup, on se regarde et on entend un tout petit bruit qui nous fait penser à un nouveau-né. On se dit, c'est pas possible. Et Céline, elle se précipite sous mon bureau et on voit une chatte grise qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui est en train de mettre bas. Et on est arrivé à temps parce qu'elle a fait 4 petits et le 5e, elle ne pouvait plus. Et on l'a assisté. On venait d'apprendre à clamper le cordon ombilical pour pas le faire au mauvais endroit. Nous l'avons fait. Elle nous a été reconnaissante et nous l'avons gardée. Elle était assez sauvage, mais elle s'est adaptée. Elle est restée 1 an, parce que c'était juste avant 1 an qu'on ferme. Et bien sûr, ces petits, on les a tous gardés aussi. Alors, on va tout à l'heure, vous allez nous chanter 2 chansons. Oui. Ça, c'est chouette pour des chansons sur les animaux. Mais avant, je vous propose qu'on prenne les questions oui. Du public. Et puis, après, on se retrouvera avec Eric Baratet pour les dédicaces. Mais déjà, je propose qu'on vous applaudisse. Merci. Alors, on va prendre les questions. Alors, j'en ai une juste avant pour vous faciliter tous la tâche. Oui. Je vais y répondre toute seule parce que j'ai l'habitude dans les émissions. C'est toujours cette question-là, c'est « Et les enfants allergiques ?» Alors, il faut savoir qu'on était un groupe scolaire privé hors contrat et qu'il y avait des multitudes d'écoles, de collèges et de lycées autour de nous et que, bien entendu, aucun parent, sachant son enfant allergique, n'est venu nous voir. Voilà. Je vous écoute. Merci. Attendez, il faut que vous ayez un micro parce qu'on ne vous entend pas du tout. Merci de votre intervention et de votre histoire qui est très très émouvante, hein, de tout ce que vous avez construit. Et je me demandais, puisque malheureusement votre école a fermé, que sont devenus les chats? Alors, je ris parce que c'était la dame de la question c'était la question de la dame qui est devant aussi. Les chats ont tous été donnés à des amis sûrs. Et on a bon, moi j'en ai pris une. Hein. Il y en avait une qui me suivait partout, la petite Nala, et une chatte noire. Et je l'ai recueillie. Donc, on a 5 chats à la maison. Et il y a des profs qui ont pris des chats chez eux, j'ai toujours des nouvelles, et des parents d'élèves qui ont... j'ai pratiquement toutes les semaines des nouvelles, par exemple, de Donald, qui est le roi de la maison, et qui était notre fameux chat infirmier. Ils sont en merveilleux état. Bonjour. Lorsque vous avez rejoint votre père adoptif, est-ce que vous avez eu des nouvelles des chats qui étaient dans la cave avec vous? Les chats errants qui étaient dans la cave, oui. J'ai pas compris. Ah oui, je suis un peu sourde, donc... Que sont devenus les chats? Ah oui, alors ça c'est une excellente question. On est allé les chercher, on les a pas tous eus. Mais en sortant du tribunal, on était chacun d'un côté de la voiture et mon père m'a dit « On va chercher les chats ?» Je dis « Oui, on y va ». Et on y a passé toute la journée, mais on ne les a pas tous eus. Mais on en a ramené 5. Et mon père avait un chien, pas commode au début avec les chats. Et tout le monde s'est très, très bien entendu après un petit temps d'adaptation. Mais c'est une belle question.
parce que pour moi, c'était indispensable. De toute façon, vous avez toujours vécu avec des chats, du coup. Ah je oui, suppose toujours. que maintenant, Et je serais incapable de vivre sans chat. Alors, je voudrais juste vous lire des commentaires d'internautes. Oui. D'une part, plusieurs personnes qui voudraient vous partager leur admiration et vous témoigner leur gratitude pour votre expérience et l'espoir que vous donnez. Oui. Et une remarque d'une personne qui dit « Les règlements sanitaires administratifs absurdes et contraignants en France privent tant les enfants que les patients en EHPAD et dans les hôpitaux de l'apport thérapeutique des chats ». Il semble que ce soit le cas de l'école aussi. Merci beaucoup, mais j'ai pas tout compris, franchement. Je crois avoir entendu que dans les centres médicaux ou les centres les EHPAD, c'est pareil. C'est un des drames. EHPAD, voilà. Oui, il est temps de les accueillir, les chats. Mais c'est compliqué d'un point de vue logistique, mais c'est vrai que... Et c'est vrai, hygiénique aussi, il faut le dire. Hein, nous, on a un chat à la maison qui est malade et faut pas que nos amis laissent leur sac à main par terre, par exemple. Hein. Faut bien le reconnaître. Bon, on l'adore, donc on le fait pas euthanasier, mais tant qu'il ne souffre pas. Mais bon, bah oui, il y a un problème d'hygiène aussi. Par exemple, pour ce cas-là, mon petit pirate, il a tendance à faire pipi un peu partout. Donc oui, je reconnais que... Mais c'est tellement bien d'accepter enfin, parce qu'on y arrive. Il y a même un hôpital à Dijon qui a constaté qu'en mettant un chat dans un service pédiatrique et dans un service gériatrique, que les personnes sortaient 8 jours avant la date prévue. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça commence un petit peu, puisqu'il y a le fameux cheval, vous savez. Oui, bien sûr. C'est quand même hallucinant que les hôpitaux autorisent un cheval à rentrer. Ah oui, quand même... Alors bon, il a quand même, on le nettoie avant, etc. Mais enfin bon, c'est quand même... Mais enfin, ça reste très, très marginal. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, absolument. Une question encore en ligne. Comment pouvons-nous vous soutenir dans vos projets ? Ah, ça, c'est une belle question parce qu'on a une ONG, on fait régulièrement des appels aux dons. Et je dois bien avouer que nous avons eu 200 € en tout et pour tout depuis 2019. Donc, en tant que personne handicapée, je ne perçois que 900 € par mois. C'est très, très difficile de prévoir ce voyage au Bénin. On y arrivera. Mais il faut mettre de côté petit à petit. Et effectivement, si on avait des aides... Honnêtement, même l'école au Bénin serait déjà sur pied. Oui, mais c'est peut-être parce que vous ne savez pas, demander... oui, bien sûr. Vous n'avez pas un site, vous n'avez pas... C'est ça, on a un site internet, bien sûr. Je reconnais que ces dernières semaines, il n'était pas très à jour parce que j'ai été malade. Non, je n'ai pas eu le Covid. Mais on fait des appels aux dons et ils arrivent très, très rarement. Tout d'un coup, comme ça, il y a une dame qui nous dit je vous fais 200 €. D'autant plus que les gens qui nous donnent reçoivent un reçu fiscal et c'est déduit de leurs impôts. Donc, je me demande si les gens, mais ce n'est pas un reproche général, hein, si les gens ne délaissent pas l'éducation et le monde animal pour d'autres... sûrement bonne raison. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup de mal à avoir des dons. Et puis, bien sûr, aucune subvention. Hein. On n'en a jamais eu pendant 7 ans à l'école Candide dans le Vaucluse. Et on n'a toujours aucune subvention. Hein. Pourtant, on a des projets bien écrits, mais aucune subvention. Mais c'est quoi votre site ? Il faut peut-être donner l'adresse. Notre site internet, c'est www.candideinternational.com. D'accord. Donc candideinternational.com. Oui, il y a même, il faut absolument. Je crois qu'il y a même la manière de nous faire des dons, je veux dire, de nous envoyer des dons. Oui. Attendez, il faut que vous preniez un micro, madame, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Et pour le reste de la salle, c'est compliqué.
Oui, je disais peut-être que le nom n'est pas connu suffisamment pour susciter des dons, parce qu'il y a quand même énormément de demandes de dons. Oui. Voilà. Donc après, moi je sais que j'en fais des dons, mais je sélectionne ceux que je connais. Ben, Voilà. c'est normal, Et tout à fait. Et un moyen peut-être de se faire connaître, c'est de se mettre sur Lilo. Alors je ne sais pas si vous connaissez Lilo. Quand Non. vous êtes sur... c'est vraiment bien de le savoir, quoi. Plutôt que de faire des recherches sur Google, vous téléchargez Lilo, et c'est pas compliqué, parce que moi je suis nulle et je sais faire. Voilà. Et une fois que vous êtes sur Lilo, dès que vous faites une recherche d'informations, quelle qu'elle soit, vous suscitez des gouttes d'eau que vous redistribuez. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez environnement, animal, tous les thèmes. Et voilà. Et donc, si vous êtes référencé dans animaux, j'imagine, Oui. vous apparaissez avec WWF, etc. Mais il y a plein de petites associations. Et donc là, vous pouvez effectivement faire une petite présentation de l'association. Et ça permet aussi d'être connu, en tous les cas, d'étendre sa visibilité, comme on dit. Voilà. Donc le moteur de recherche, c'est Lilo. D'accord. L-I-L-O, tout simplement. L-I-L-O, plutôt Ok. que Google. Hein. Voilà, ça permet d'être... Oui, voilà, de travailler en plus. nous en allons le faisant faire. quelque chose de bien. J'avoue que c'est pas moi qui ai fait les dossiers de demande de subvention, de demande. C'est pas moi du tout qui m'en suis occupée. J'ai un grave défaut, je donnerai ma chemise. Donc, je ne m'occupe absolument pas du côté financier. Mais à l'école Candide, heureusement qu'il y avait Céline avec moi, parce que j'aurais fait rentrer tous les élèves gratuitement, moi. Et il fallait payer les profs. Mais je l'enregistre et je vais aller faire un tour, et nous allons aller faire un tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me demandais, puisque vous avez l'air aussi de porter une importance particulière à l'éducation des enfants, quels étaient les coûts pour rentrer dans cette école et quels sont les résultats effectifs et que sont devenus ces enfants? Parce qu'il y a les chats, mais il y a aussi les enfants. Très, très bonne question. Alors, les coûts, pour moi, c'était très cher, hein, surtout pour moi qui n'ai que 900 € par mois, c'est hors de prix. C'était 400... Combien? 400... 390. 390, voilà. C'est dire si je ne m'occupais pas du côté financier. 390 €, donc pour entrer dans cette... par mois. Et pendant 12 mois, parce que c'était lycée sur 12 mois. Bon, évidemment, chaque année, vous vous en doutez, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, on a accueilli une dizaine d'enfants absolument gratuitement. Parce que les parents ne pouvaient pas. Et l'enfant voulait tellement essayer de s'en sortir. Il disait, allez, celui-là, ça mettait notre comptable hors de lui. Mais nous avons accueilli chaque année quand même une dizaine d'enfants gratuitement. Et la deuxième question, je vais faire comme les politiques, je vais vous répondre dès que vous me l'aurez rappelé. Que sont devenus les enfants? Que sont devenus les enfants? Les enfants ont été évidemment dispatchés dans les écoles et collèges à la fermeture, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils sont magnifiquement heureux, même les plus faibles d'entre eux. Ça, c'est une réussite. Ils me disent, avec leurs mots, parce qu'ils avaient quelquefois des QI très faibles, il faut tout pour faire un monde. Et donc on se disait nous-mêmes, comment on va y arriver, mais on va tout faire pour y arriver. Et ces enfants-là, aujourd'hui, font le métier qu'ils ont choisi. Je sais pas, il y en a un qui construit des machines agricoles. Il y en a 2 horticulteurs dans nos enfants. On en a un, il n'y a pas longtemps, qui a mis sur Facebook j'ai très bien connu Michel Bourton à l'école Candide et maintenant je suis vétérinaire à Nantes. Et heureusement que je suis allée dans cette école. Et c'est tous les enfants qui sont passés chez nous, vraiment, sont heureux dans leur vie. Et ça, c'est la plus belle réussite. Quant aux résultats scolaires, il faut savoir, et c'est pour ça, sans devoir à la maison. Donc, on n'étudie pas le soir chez soi.
on s'amuse, on se détend, on discute, on va voir ses amis, on va au cinéma, etc. Sur le plan national, le taux de réussite au brevet des collèges, par exemple, a toujours été inférieur à notre propre taux de réussite à nous, qui était quand même de 99%, alors que nos enfants, non seulement ne bénéficiaient pas des résultats de l'année de 4e et de 3e, et donc du contrôle continu, d'une partie du contrôle continu, et en plus avaient 2 matières supplémentaires parce qu'ils venaient d'une école privée hors contrat. Ils devaient passer une langue étrangère et un examen de sciences, je crois. Voilà, on me fait signe que oui. Donc, c'était beaucoup plus difficile pour eux. Pourtant, ils n'étaient pas stressés grâce au chat. Mais ils sont tous devenus des êtres extraordinaires. Une dernière question. Non, eh ben, alors Michel, je vous propose, j'ai bien vu, hein, il n'y en avait pas d'autres. Michel, je vous propose de nous faire une petite, nous interpréter une petite chanson pour qu'on termine en chanson avant les dédicaces. Merci. On n'a pas souvent l'habitude d'avoir quelqu'un qui chante, donc on se dit que c'est chouette. Donc à la guitare. Ah, il n'y a pas de micro là pour l'instant. Il a eu beaucoup de mal, notre brave technicien, parce que je fais qu'1,58 m et c'est difficile de régler les micros aussi bas. La première chanson est de Henri Tachant. On pourrait croire que c'est contre le loup. Bien sûr, c'est pour le loup. Là, je suis en train de me faire insulter par tous les éleveurs de brebis, mais bah oui, c'est pour le loup. Depuis toujours, le loup a eu le mauvais rôle. Sous son grand manteau noir, il ricane le drôle. C'est le vilain Apache, le sanguinaire Sioux. C'est le scalpeur d'enfants, c'est le grand méchant loup. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres Américains, combien de visages pâles et combien d'Indiens. Les 3 petits cochons, tout au fond de leur planque, entassaient leurs millions. Il n'y avait pas encore de banque lorsque surgit vengeur, le drapeau noir en main. Notre Arsène Lupus, notre Arsène Lupin. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres marchands de grains, combien donc le Picsou et combien de mandrins. Un agnelet dodu buvait dans l'onde pure, cachant dessous sa laine une tendre nourriture. Le loup en salivant lui dit: mon pauvre agneau, même Jean de La Fontaine raffolait du gigot. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres suceurs de sang, combien de cannibales, combien de non-violents. Le petit chaperon rouge, déjà fief et salope, avec son petit pot de beurre et sa petite culotte, a dit à l'animal: tu viens chez moi mon loup. À une pareille invite qui refuse qui de vous. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres et tristes tapins, combien reste-t-il d'anges, combien de catins. Le loup sur son chemin de jeûne et de misère explique un bon chien bien luisant, bien prospère, à la vue de la chaîne accrochée à son cou. À toi la vie de chien, à moi la mort du loup. Pauvres hommes,
Pauvre pomme, pauvre caniche nain, combien y a-t-il d'esclaves et combien de mutins? Ne mêlez plus le loup à vos sales histoires, vos contes et vos dictons, c'est de la merde à boire. Et si la faim elle fait sortir le loup du bois, vos guerres vous font sortir de partout à la fois. Pauvre mec, pauvre blanc-bec, pauvres et tristes filous, combien reste-t-il d'hommes, dites-nous, et de loups? Combien reste-t-il d'hommes, dites-nous, et de loups? Celle-là est un peu plus nostalgique, mais j'aime tellement tous les animaux, sauf les vipères. Je plaisante, j'en ai rencontré une fois et je me suis souvent courant. Je les aime tellement, mes animaux, que celle-là, c'est pour mon chat. Mon chat vivait peinard en somme jusqu'au jour où il m'a choisi à la société protectrice des hommes au fond d'un immeuble moisi. Mes yeux l'imploraient en silence, s'il te plaît, ne me laisse pas. J'aurai pour toi 1000 patiences, je ronronnerai fort sur toi, je ronronnerai fort sur toi. Mon chat m'emmène dans le jardin, courir derrière de faux poussins. J'en ai agrippé 3 hier, je crois qu'il était fier de moi. Et on s'est roulé sur la mousse, ma truffe contre son nez si froid, mes pattes dans ses mains toutes douces. Je ne suis qu'une enfant, j'ai froid, je ne suis qu'une enfant, j'ai froid. Mon chat très patiemment m'élève sans jamais élever la voix, à coups de langue et de ronron. Depuis je feule bien moins, je crois. Et quand je gronde de colère, tout au fond de ses yeux, je vois que les brimades et les griffures ne sont pas pour lui, mais bien pour moi. Ne sont pas pour lui, mais bien pour moi. Mon chat, oh mon tendre complice, viens, raconte-moi ton histoire. Dis-moi vite car le temps file. À quoi tu penses dans le noir? Depuis des siècles que nous sommes dans la même galère, toi et moi. Dis-moi pourquoi un petit homme, ça vaut bien moins qu'un chat parfois. Ça vaut bien moins qu'un chat. Souvent. Merci beaucoup. Merci. Merci Michel. Vraiment merci beaucoup d'avoir conclu cette journée en chanson, avec une chanson en effet nostalgique, mais je vous donne rendez-vous tout de suite pour la dédicace des ouvrages d'Éric Baratet et de Michel Bourton. Je voudrais remercier toute l'équipe de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Anne Grange notamment, qui fait un travail remarquable. Et puis Carole Gouel qui m'a beaucoup aidé. Et puis toute l'équipe technique. Puis je vous remercie tous d'être là, c'est génial.
Et vous aurez toutes les conférences qui ont été filmées sur le site de l'Animal et l'Homme. Et puis, je vous donne rendez-vous au 4 février 2023, à moins que certains viennent à l'Université d'été de l'Animal, qui est fin août en Bretagne. Mais de toute façon, vous avez toutes les infos sur l'Animal et l'Homme. Mille merci et prenez soin de vous surtout.